Fortinet, si vous êtes dans le groupe School, vous savez de quoi je parle en date d'aujourd'hui. Dans le segment Deep Dive, logiciel ici, on a parlé des logiciels de cybersécurité. Vous connaissez mon avis. Pour faire simple, il est très positif. OK? L'IA va nous tuer, etc. Ce n'est pas le cas dans ce secteur d'activité. Mais, il y a des contraintes. Vous le savez. Il y a des contraintes. Notamment, on parle de la même contrainte sur toutes les compagnies de logiciels. Proposition de plusieurs services, etc. Je vous laisse aller lire cette note-là. Elle est assez longue. Et je rappelle encore qu'elle n'est même pas encore terminée dans le sens où je n'ai pas encore mis à disposition le fonctionnement du secteur d'activité. OK? On a déjà également commencé sur d'autres secteurs d'activité. Mais bref, je vous laisse aller voir. C'est dans le groupe School, le lien en description de la vidéo. Maintenant, on va aller directement ici sur le prompt concernant la bibliothèque, le prompt concernant ici l'avantage concurrentiel qui est dans la bibliothèque de prompt de base. On lui pose essentiellement la question de savoir est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel? Si oui, lequel? Si, une fois que tu le cites, est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est stable? Est-ce que tu peux l'apprécier? Mais ça ne veut pas dire que comme lui, il apprécie, nous, on ne doit plus apprécier. OK? Ici, on a deux types de mots principalement. OK? Et ces mots-là sont plutôt larges et stables. Parfait. On aime bien quand c'est au moins stable plutôt qu'en décroissance. Donc, premier mot ici, c'est le switching cost. Pourquoi? L'intégration de la plateforme Security Fabric de Fortinet au sein des infrastructures d'entreprise génère des coûts de remplacement prohibitifs. Si je ne sais pas c'est quoi, Security Fabric, etc. La première question que tu poses, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? On te déroule les produits, etc. Et tu essaies de voir si toi, tu comprends exactement ce à quoi ces produits-là peuvent répondre comme problématique. Ce n'est pas le rôle de cette vidéo. Encore une fois, deuxième élément, l'unification de la sécurité réseau, du SD-WAN, du SaaS, sous le système d'exploitation unique FortiOS implique de remplacer Fortinet, qui implique ici, enfin FortiOS implique que, excusez-moi, donc l'unification ici de la sécurité réseau, du SD-WAN et du SaaS, sous le système d'exploitation ici unique FortiOS implique que remplacer Fortinet nécessite de reconfigurer l'ensemble du réseau, de remplacer les équipements matériels déployés et de former à nouveau les équipes de cybersécurité. Ça ressemble réellement à un switching cost. Donc, on a parlé ici de tout ce qui concerne le SD-WAN, le SaaS, etc. Mais je tiens à vous dire une chose. L'ère est à l'unification de tous ces éléments-là. Je précise. OK? Donc, je reviens donc ici. Deuxième avantage concurrentiel, l'intangible. L'intangible par rapport à quoi? Parce que théoriquement, si vous posez la question bêtement sur un LLM, toutes les compagnies ont un avantage concurrentiel lié à l'intangible. Mais on veut savoir, est-ce qu'il y a des brevets? Est-ce qu'il y a un savoir-faire lié uniquement à cette entité-là? Si oui, lequel? Comment est-ce qu'il est mis en pratique? Ici, il y a un intangible. Il est plutôt qualifié de large et de stable. Donc, les actifs intangibles de Fortinet reposent sur la propriété intellectuelle exclusive de ses processeurs de sécurité FortiASIC, SP5, NP7, CP9, ainsi que de son système FortiOS. Donc, elle est la seule à faire ça. Elle a ses propres processeurs, son propre système OS. La question que je devrais te poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a tout ça en propre? Pourquoi elle ne fait pas comme les autres? Qu'est-ce que les autres font qu'elle fait différemment? OK? Donc, ces puces spécialisées offrent des ratios de performance de sécurité nettement supérieurs aux processeurs génériques x86 provenant d'Intel, utilisés ici par les concurrents, permettant ici à l'entreprise de détenir une part de marché prédominante. OK. 55% de part de marché ici des unités de pare-feu expédiées. On parle ici, parce que dans la cybersécurité, c'est tout. Il y a des sous-segments. Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Si elle ne fait qu'une chose et qu'elle fait cette chose-là extrêmement bien, on est OK. Mais ça ne sera pas suffisant pour le long terme. Parce que l'ère est à la consolidation. Un éditeur doit être capable de faire plusieurs choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fusions-acquisitions. Donc peut-être je dirais que ici, la pire chose qui puisse arriver ici à Fortinet, c'est de se faire acheter. OK? Et ne soyez pas étonné si elle commence à faire des acquisitions vers des segments d'activité sur lesquels elle ne domine pas encore. OK? Donc, effet de réseau, on n'en a pas ici. En ce qui concerne ici les coûts de production bas, ça provient de quoi? La conception interne des puces FortiASIC confère à Fortinet un avantage de coût structurel en déchargeant le traitement ici de sécurité sur du matériel dédié.
les équipements, pas les équipes, mais les équipements consomment ici moins d'énergie et offrent un coût total de possession plus bas pour le client, un élément très important, permettant à Fortinet ici de dégager des marges brutes supérieures à 80% sans concéder des rabais tarifaires agressifs. C'est magnifique, j'aime ça. Ça veut dire également que je creuse en profondeur par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'elle a adopté cette stratégie-là? Pourquoi est-ce que ses concurrents n'ont pas fait la même chose? Parce que rappelez-vous, on analyse une compagnie par rapport à quoi? Elle-même, ses concurrents, ses fournisseurs, ses clients. Ensuite, il y a toujours également ici des risques. Ralentissement du rythme de renouvellement du matériel par feu. Parce que oui, dans Fortinet, il y a généralement ici du matériel physique. Et très souvent, le revenu peut croître très rapidement ici parce que c'est un cycle de remplacement. Mais il faut vous dire ici que la période actuelle va plutôt vers le cloud. Donc, est-ce qu'elle propose uniquement du matériel et un logiciel ou bien de la maintenance, ou bien elle propose également la même chose, mais dans le cloud? OK? Et si c'est dans le cloud, on va uniquement regarder ce secteur-là, surtout la croissance, etc., si ça continue à accélérer. Donc, on dit ici que ralentissement du rythme de renouvellement du matériel par feu et migration accélérée vers le cloud pur, où des concurrents pure play comme Zscaler ou CrowdStrike opèrent sans dépendance aux architectures ASIC physiques. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Pourquoi est-ce que d'autres continuent à utiliser des infrastructures physiques? C'est la question qu'on doit se poser. On ne doit pas juste se dire ici que c'est bien, ce n'est pas bien. Non, 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 non. OK? Dans tous les cas de figure. Dans le groupe School, vu que nous, on aura tendance à étudier les secteurs d'activité en profondeur, vous sortirez de là en sachant à peu près comment est-ce que vous devez apprécier un secteur au-delà des chiffres. Parce que c'est ça qui compte, globalement. Donc, maintenant, on va aller regarder les chiffres de cette compagnie. On a un avantage concurrentiel, il est large, etc. Oui, on connaît la chanson. OK, on actualise ici la page. Et là, on va aller directement sur la compagnie qu'on appelle Fortinex. Enfin, Fortinex, qu'est-ce que je raconte? Fortinet, bim badaboum. On regarde ceci. Chiffre d'affaires en croissance, on aime ça. La question, c'est toujours pourquoi? Organique ou bien lié aux acquisitions. Croissance, c'est de la marge brute. Stabilité avant tout, croissance deuxièmement. Je ne suis pas là pour regarder les zigzags, etc. Quand je dis je ne suis pas là pour regarder les zigzags, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Prenez généralement la médiane, 20 ans, c'est 74%. OK? Sur 10 ans, c'est 76%. Sur 5 ans, 76%. Sur 3 ans, 80%. Donc, augmentation. Premier niveau de pricing power, c'est quoi? Stabilité. Deuxième, de la marge brute. Deuxième niveau, c'est l'augmentation de la marge brute. Maintenant, vous comprenez ici qu'elle n'a pas besoin de faire des concessions ici au niveau des prix, etc. C'est ce que le prompt racontait. Encore une fois, vous voyez que ce que le prompt raconte se voit au niveau des chiffres parce qu'il est bien calibré. Donc, quand on regarde ici la marge EBITDA, ça sera à peu près la même chanson, croissance, etc. Bref, je continue ici. Net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique ici, on a des free cash flow plus élevés. Mais attention, vu qu'on est dans la tech, très souvent, on aura des SBC, stock-based compensation, etc. Mais maintenant, c'est un point que j'ai développé dans la note d'analyse sectorielle Deep Dive concernant les logiciels, oui. L'air est plutôt à la baisse des SBC. Je pense, et ça c'est mon avis, ok, que les SBC auront tendance à diminuer de plus en plus. Donc, l'IA est très bénéfique pour ces entreprises-là. Et il ne s'agit pas juste de dire c'est bénéfique. Le document est là, allez le lire. Vous avez encore jusqu'au 1er du mois de août. En tout cas, ceux qui veulent faire de l'analyse fondamentale sérieusement. Ceux qui veulent juste des target price, etc. Voilà, je ne peux rien faire pour vous. So, maintenant, on voit ici que les SBC par rapport aux revenus sont en décroissance. Ça, c'est par rapport aux revenus global. Mais également, il faut regarder les SBC du point de vue volume. Est-ce qu'ils stagnent ou augmentent? Et comme on peut le voir ici, ça augmente légèrement. Donc, en réalité, c'est la croissance du revenu qui a tendance à être plus élevée que la croissance même des SBC. Mais globalement, ici, on parle de 285 millions ici payés en actions. En réalité, dans le 2 milliards 440, etc., vous devez enlever ce montant-là. Parce que quand on paye un employeur en SBC, on le remet en quoi? En actions. Si on le remet en actions,
on me dilue, moi, l'actionnaire, de manière générale, donc je considère ça comme étant une dépense. Maintenant, si tu penses que l'entreprise est toujours en croissance, dépendamment de la phase de vie auquel elle appartient en date d'aujourd'hui, encore une fois, c'est un prompt que vous allez retrouver dans la bibliothèque de prompt de base, qui vous donne également accès au groupe School. Mais non, on s'entend qu'en date d'aujourd'hui, vous pouvez accéder au groupe School, voir ce qu'on a écrit tantôt. OK? So, ici, sur cette compagnie, ce qui m'intéresse avant tout, la tendance. Et je vois que la tendance est à la baisse. Et c'est bien. Maintenant, je ne sais pas si ça va arriver à 0, ça sera 1%, etc. La tendance est à la baisse. Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Croissance élevée, machin, truc. Vous comprenez qu'il va avoir tendance à payer aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices, au moins 25 fois les bénéfices. OK. Vu que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci, on va les prendre comme ça. Bon. Vous savez que moi, je ne prends pas... quand je valorise une compagnie, je ne suis pas là pour dire, OK, la compagnie, elle a l'habitude de s'échanger à 45 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, donc je mets un multiple de 45. Non. Un multiple de 45, ça sous-entend ici qu'une entreprise que vous achetez, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous recevez en date d'aujourd'hui, en prenant en considération le risk-free rate ici, donc les taux d'intérêt sans risque, enfin, disons les obligations gouvernementales ici qui sont considérées ici comme étant sans risque, vous considérez ici que 2,22%, c'est bien. Or, le 30 ans ou le 20 ans américain ici, vu que c'est une compagnie nord-américaine, est à 4%. Ce qui veut dire que payer une entreprise, je pense que 4% ou 5%. Donnez-moi juste un instant. Où est-ce qu'on a ça ici? Yield spread, non, yield curve. OK. Il est à 5%. Le 20 ans. Le 30 ans est à 5%. Je paye 25 fois les bénéfices. Si je paye 25 fois les bénéfices, ça sous-entend ici, c'est 4% de rendement. Il faut absolument que cette compagnie ait une croissance au minimum, pas au minimum de 5%. Pourquoi? Parce que si je l'achète à 4% de rendement ici, donc pas 4%, mais 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Si elle a une croissance ici de 5% en moyenne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ainsi de suite. Bref, juste la petite croissance de 5% pourrait faire que on est à peu près ce 25 fois les bénéfices soient justifiés. Donc, il faut absolument acheter une compagnie de croissance, enfin pas absolument, mais une compagnie de croissance comme celle-ci, vous pouvez la payer à 25 fois les bénéfices. Le minimum de croissance qu'on demande, c'est 5%. Attention, une compagnie mature, n'allez pas payer 25 fois les bénéfices. C'est différent. OK? Bref, je m'arrête là parce qu'on pourrait aller encore plus en profondeur. Ici, vous avez souvent l'impression que ce sont les chiffres qui sont intéressants, mais c'est le raisonnement derrière les chiffres qui compte avant tout. Donc aujourd'hui, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices sur cette compagnie. Si je paye 25 fois les bénéfices, techniquement, ça revient à 20 fois les cash flows. Ouais, parce que c'est souvent un ratio de 80%. 25, si vous payez à peu près, je vous donne un exemple, hein, et ça, notez-le, c'est la partie la plus importante de la vidéo en date d'aujourd'hui. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous payez 15 fois les bénéfices pour une entreprise, est-ce que vous voulez utiliser les cash flows pour l'analyser? Utilisez toujours le ratio de 80. 80% de ce cash flow-là, ça donne à peu près 12 fois les cash flows opérationnels. En réalité, je vais même vous dire que prenez 10 fois, c'est mieux. OK? Prenez 10 fois. Si l'entreprise s'échange à 15 fois les bénéfices, prenez 10 fois les cash flows. Si elle s'échange à 20 fois les bénéfices, je dis bien si elle s'échange à 20 fois les bénéfices, prenez 15 fois les cash flows. Si elle s'échange au-delà de 25 fois les bénéfices, aux alentours de 25 fois les bénéfices, prenez 20 fois les cash flows. Et la raison pour laquelle je prends les cash flows, c'est parce que c'est un élément assez stable. Ça donne $102. $102 moins la dette nette ici, en date d'aujourd'hui. OK, $102 moins la dette nette. On a une dette nette de combien? 102. Voilà, moins la dette nette. On a du cash net. Donc, $102 ici, c'est mon target price par rapport à du Fortinet. En dessous de ce prix-là, ça pourrait m'intéresser. C'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans cette watchlist-là. Elle est où? Dans le groupe School, on va parler ici cette semaine. Je vais, bien la semaine prochaine. De toute façon, je vais envoyer... Non, il ne faut pas que on va en parler la semaine prochaine uniquement. Je vais avoir tendance ici à partager un document sur les WDC. Donc, à partir de samedi, sur tout ce qui concerne ici la mémoire HDD. OK? Donc, on referme cette parenthèse-là. Hormis le fait de terminer ici la partie concernant le pétrole et le gaz, ainsi où j'ai rajouté également des éléments aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, si on va dans le groupe, si on va dans Classroom, secteur du pétrole et du gaz, qu'est-ce qu'on a fait? Note de synthèse, focus sectoriel, OK, gaz intégré, OK, les compagnies que je préfère généralement, exploration et production. Je prends un exemple.
Quand on parle de gaz intégré, on parle ici de ExxonMobil, Shell, on parle ici de Total Energy. Quand on parle d'exploration et de production, on parle uniquement des entreprises qui sont juste dans le segment upstream. Si vous ne savez pas c'est quoi, on parlera de ça dans le fonctionnement du secteur d'activité et comment analyser ces entreprises-là. On en parlera ici parce que quand je donne ici un deep dive, je vous montre également comment analyser une compagnie. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre des compagnies comme ConocoPhillips, vous pouvez mettre des compagnies comme... c'est quoi la compagnie qu'on appelle Canadian Natural Resources, CNQ. Voilà, exactement. Bref, on revient ici à Fortinet et je vais dans ma watchlist ici mettre ici un target price aux alentours ici du prix que j'ai tantôt mentionné. Maintenant, ça veut dire ici que si l'entreprise me dispose la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous pouvez même prendre les cash flows opérationnels ici si vous voulez l'analyser, mais ici vous prenez 25 fois. Si je prends 25 fois ici de 3,1, parce que voilà, vous pouvez faire les 3 si vous voulez, et maintenant diviser par 3 et afin de vous faire une moyenne. Ça fait à peu près 3,81 ici. Ça donne 95 $. Plus 102 $ ici, plus si on prend les free cash flow, on les met à 25. Ici, 25, ça va nous donner à peu près une centaine de dollars. D'accord? Donc, si on peut plus 100 $ ici, si on divise par 3, on atteint à peu près un prix pareil, donc 100 $ par là. Donc, le fait de dire ici qu'on prend 20 fois les cash flows opérationnels, vous comprenez ici que ça se rapproche de la moyenne. 102 $. OK? Je n'ai même pas pris en considération la dette parce qu'il n'y en a pas. OK? Donc, ici, ceci n'est que mon point de vue. Tout ce qui concerne les logiciels, la cybersécurité, etc., ça va bien se passer. Ils vont s'en sortir. Je ne m'inquiète même pas pour ce type d'entreprise-là. Mais il y a une problématique, c'est essentiellement tout ce qui concerne ici, je dis bien tout ce qui concerne ici la consolidation ici des activités. On veut des compagnies de cybersécurité qui offrent plusieurs éléments, pas un seul élément. Ne me croyez pas sur parole, hein. Je donne mes affaires comme ça, allez vérifier vous-même. Donc, je vais mettre ici 1,01. La dernière fois qu'on a fait une note d'analyse ici, c'était en juillet 2020. Oui, c'est ça. En octobre, non pas octobre, avril 2026. On met ça. Je pense que c'était même pendant un live. Et je mets ici X20 OCF 2028. Bim bada boum. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Nous avons une entreprise ici, oui, pour ceux qui demandent est-ce qu'elle va payer un dividende, machin, truc. C'est une évidence qu'elle paie un dividende un jour, tôt ou tard. En fait, ça ne se discute. Tant que le business est toujours d'actualité ici, tant qu'elle a des avantages concurrentiels, elle va avoir tendance à payer un dividende. Mais en date d'aujourd'hui, on a plutôt un rachat d'actions dans le buyback yield, c'est ce qui devrait vous intéresser, ou bien également le shareholder yield. Merci, au revoir. N'oubliez pas, jusqu'au 31 du mois de juillet, donc à partir du 1er du mois de août, vous ne pourrez plus accéder au groupe School gratuitement. Et donc, si vous voulez lire à peu près tout ce qu'on a publié dessus, ainsi que toutes les ressources, poser des questions avant le changement du 1er du mois de août, c'est maintenant. Uniquement réservé à ceux qui veulent faire le travail en matière de stock picking. Uniquement réservé aux personnes qui sont sérieuses en matière de stock picking. D'accord? Pour les autres, il y a assez de vidéos sur YouTube. Merci, au revoir.